Tototo, bonjour. Je suis Leïla, psychologue et chrétienne, et je te souhaite la bienvenue dans les crênes de Samak. Alors, vous êtes toujours là. Ça me fait super plaisir de savoir qu'il y a des gens qui prennent à cœur leur santé mentale, leur santé de façon holistique et se rendent compte qu'il est important de prendre soin de sa santé mentale pour avoir une bonne santé physique et avoir une bonne santé spirituelle également. Ça m'a fait tellement plaisir, vous ne savez même pas à quel point, parce que c'est vraiment le cœur de ma mission, le cœur de mon ministère, ce ministère que Dieu m'a mis à cœur. Et j'apprécie beaucoup, beaucoup ce ministère, surtout quand j'ai vos retours. Ça me fait plaisir parce que je suis convaincue que c'est nécessaire, notamment quand on est chrétien. Quand on ne l'est pas, c'est important, mais je pense que ça amène aussi, au bout d'un moment, à se rendre compte que nous sommes des êtres créés et que c'est Dieu, en tout cas moi j'ai cette conviction que c'est lui qui nous a créés et que c'est lui qui nous connaît mieux et c'est lui qui peut nous aider de façon vraiment complète à être guéri parce que c'est lui, Jéhovah Rapha, il guérit et il utilise aussi certains d'entre nous pour pouvoir participer à ces chemins de guérison-là. Alors, on y va. Aujourd'hui, nous aborderons les schémas du domaine manque de limites ou manque de contrôle. Ce sont des schémas qui se forment quand le besoin de cadre et de limites n'a pas été correctement satisfait pendant l'enfance, pendant l'adolescence. Pas correctement satisfait, c'est quoi? C'est quand le besoin a été soit trop satisfait ou pas assez. Le besoin de cadre et de limites, c'est le fait d'avoir besoin des règles claires, de règles cohérentes et le besoin d'avoir des repères pour guider nos comportements et donc de se sentir en sécurité. Et je vous disais précédemment que les besoins sont interdépendants. Donc vous comprenez là que le besoin de cadre et de limite rejoint directement le besoin de sécurité. Alors les habitués savent que maintenant je vais vous poser quelques questions qui pourront vous aider à identifier, à savoir si vous avez développé des schémas dans ce domaine. Alors, est-ce qu'il y avait des règles à la maison? Deuxième question, les règles étaient-elles claires et cohérentes? C'est-à-dire que c'était toujours plutôt les mêmes règles et qu'elles avaient du sens? Est-ce que c'était toujours les mêmes règles justement d'un jour à un autre et entre les adultes référents? Est-ce qu'à la maison, s'il y avait papa, maman, est-ce que tout le monde était d'accord, enfin les parents étaient d'accord sur les mêmes règles au même moment, de la même façon pour tout le monde? Les adultes veillaient-ils à ce qu'elles soient respectées? Est-ce que les adultes veillaient à ce que les règles soient respectées en général? Autre question, il y avait-il des conséquences quand une règle n'était pas respectée? Je souligne des conséquences cohérentes et proportionnées. Aviez-vous le sentiment que dans votre famille, les règles communes, c'est-à-dire les règles de société, s'appliquaient de la même façon à vous qu'aux autres personnes? Je vous donne des exemples comme le code de la route, les règles de politesse, des choses comme ça. Est-ce que vous aviez le sentiment, l'impression que dans votre famille, on appliquait les mêmes règles que tout le monde ou on avait ses propres règles? Quand une règle extérieure était contraignante ou frustrante pour vous, est-ce qu'on vous encourageait à la contourner, à la remettre systématiquement en cause? Je vous donne un exemple. Par exemple, à l'école, il faut, même si c'est contraignant, on est quand même en général appelé à rester assis en classe, le plus souvent. Ou de ne pas faire du bruit tard quand on vit dans une résidence. Par exemple, on a des fois des voisins proches, une résidence où en tout cas on a des voisins proches, on est supposé ne pas faire de bruit tard, à ne pas faire de tapage. Autre question, les adultes ou l'adulte, quand je dis les, je fais une généralité, mais vous regardez les personnes référentes,
Est-ce que c'était des personnes impulsives, violentes et qui transgressaient les règles? Et ou impulsives, et ou violentes, et ou transgressaient les règles? Dernière question, obteniez-vous généralement tout ce que vous vouliez? Alors, si aux 5 premières questions, il y a au moins un non, et aux 3 dernières questions, il y a au moins un oui, il est probable que vous ayez des schémas de ce domaine, c'est-à-dire du domaine manque de limites, manque de contrôle. Les personnes présentant ce type de schéma, qui font partie de ce domaine-là, en général, elles n'ont pas construit de base solide pour savoir respecter des limites et apprendre la réciprocité et également apprendre à s'autodiscipliner. Elles éprouvent souvent des difficultés à prendre en compte les besoins des autres, à respecter leurs propres engagements et des difficultés à se fixer des objectifs à long terme et à les atteindre. Alors, il y a 2 cas de figure. En général, dans leur enfance, il y a des personnes qui n'ont pas été encouragées à suivre les règles, à accepter la frustration, à cultiver l'empathie ou encore à coopérer de manière équilibrée. Et aussi, elles n'ont pas été encouragées à assumer leurs responsabilités. Leur environnement était souvent permissif, peu structuré ou trop indulgent, avec un manque de discipline et parfois une valorisation excessive, leur donnant le sentiment d'être supérieure ou plus importante que les autres. Mais il y a un autre cas de figure, et les questions que je vous ai posées en amont concernait plutôt le premier cas de figure, ce que je viens de vous décrire. Ce qui fait que c'est important d'écouter aussi les descriptions et ne pas s'arrêter sur les questions qui sont juste des moyens d'explorer un petit peu, revoir un petit peu le climat familial dans lequel on a évolué, mais ça ne fait pas tout. L'être humain est complexe et donc n'est pas toujours linéaire. C'est pas A plus A égale AA. Voilà. Donc, je vous disais, il y a un deuxième cas de figure. Ça peut être à l'inverse. Des personnes qui ont grandi dans un contexte dévalorisant, où elles se sont senties imparfaites ou inadéquates, et qui ont développé un sentiment d'insuffisance qu'elles vont chercher à compenser, qu'elles vont chercher à contre-attaquer. Je vais vous le mettre comme ça. Ça va vous parler certainement. Si vous êtes là depuis un moment, ça vous parlera. Elles vont chercher à compenser, à contre-attaquer ce sentiment, cette impression ce sentiment d'insuffisance. Et donc, à l'âge adulte, elles vont développer des stratégies dysfonctionnelles d'adaptation. Ce sont les fameux comportements. Ce qui va, en fait, donner quand même un schéma de manque de cadre et de limites. Mais c'est quand on va chercher, notamment dans le cadre de la thérapie, qu'on va voir que les sources sont ailleurs. Et je me répète, c'est pour cela qu'on parle de l'interdépendance entre les besoins et donc entre les schémas. Il y a aussi d'autres enfants, d'autres personnes qui ont évolué dans un milieu marqué par la violence, l'impulsivité et l'absence de repères, sans modèle de gestion émotionnelle ni d'autocontrôle. Ayant grandi dans un milieu comme ça, en fait, elles répètent exactement ce elles auront vu. Et c'est, comme je l'avais dit au tout début, quand j'ai parlé de comment se forme un schéma, il y a en effet le fait de trop ou pas assez satisfaire le besoin. Ça, c'est en général, c'est ça. Mais n'oubliez pas que je vous avais dit que parfois, il y a une forme de transmission, en fait, une transmission des adultes de leur schéma à leurs enfants. Alors, il y a dans ce domaine 2 schémas. Et je vais vous les présenter, comme d'habitude, avec des exemples de stratégies d'adaptation dysfonctionnelles qui sont les comportements dysfonctionnels qu'on va développer par rapport aux croyances profondes intériorisées, c'est-à-dire par rapport au schéma précoce inadapté. Donc,
on reprend ensemble pour ceux qui sont habitués et ceux qui pourraient découvrir cet épisode-là sans avoir écouté pour le moment les précédents. Je vous explique qu'il y a différents types de comportements. Il y a la soumission, c'est quand on va se laisser guider par les croyances véhiculées par le schéma et agir de manière à confirmer le schéma. Il y a l'évitement ou encore la fuite. Là, on va éviter de vivre, éviter de ressentir, éviter de se confronter aux émotions pénibles liées au schéma. Ce seront des stratégies défensives permettant d'organiser sa vie de manière à éviter que le schéma ne se réactive. Et pour terminer, la contre-attaque ou encore la compensation. Là, on va tout mettre en place contre le schéma en essayant excessivement d'inverser la tendance. La personne va combattre le schéma en adoptant des pensées, des émotions, des comportements qui vont à l'encontre de celui-ci dans le but de s'en extraire, dans le but de faire comme s'il n'existait pas. Donc je m'en vais vous présenter ces deux schémas. Le premier, doit exagérer ou encore sentiment de grandeur, ou on disait aussi, on peut dire tout m'est dû. Le schéma tout m'est dû. Ce seront des personnes qui auront intériorisé cette croyance profonde que mes ambitions et le pouvoir sont la priorité, sont ma priorité. Et je cherche à atteindre les objectifs, peu importe les autres, peu importe les règles, peu importe les lois. Quand il y aura des comportements de soumission, ça pourrait être par exemple une personne qui a des relations interpersonnelles non réciproques, qui aura tendance à se sentir supérieure aux autres et ne pas prendre en compte les sentiments et les besoins des autres. Quand ces personnes seront dans un comportement d'évitement, ça pourra être le fait d'éviter des situations où elles pourraient se sentir inférieures et ne pourraient pas se mettre en avant. Quand il s'agira de comportements de compensation ou de contre-attaque, ce seront des personnes qui, pour cacher le fait qu'elles ont toujours le besoin de se mettre en avant, vont faire plein de cadeaux disproportionnés aux gens, vont faire des contributions charitables avec des sommes importantes pour pallier à leur égoïsme qui est au fond et qui prend beaucoup de place. Ce seront des personnes, je donne un autre exemple de contre-attaque, qui vont porter une attention excessive aux autres et puis se mettre en retrait par peur de leur faire de l'ombre. Mais c'est quelque chose de vraiment excessif, qui devient vraiment interpellant. Et c'est parce qu'au fond, la personne est en train de lutter, de contre-attaquer ce schéma profond qu'elle a. Le deuxième schéma, c'est le manque de contrôle de soi. La croyance profonde, donc le schéma en lui-même, c'est j'ai du mal à supporter la frustration et j'ai beaucoup de difficultés à modérer mes émotions et mes impulsions. Quand les personnes sont dans la soumission, dans le comportement de soumission, ce seront des personnes qui, par exemple, vont accomplir des tâches pénibles de façon négligée, elles vont bâcler, ou encore elles vont perdre le contrôle de leurs émotions et puis être très colériques, très impulsives, et quand elles sont notamment face à une situation qui ne leur convient pas. Donc les émotions, avoir des émotions désagréables, c'est ok, mais c'est le côté vraiment impulsivité, le côté disproportionné qu'on peut avoir, comme ce sentiment de disproportion qu'on peut avoir, c'est ce qui est interpellant. On passe maintenant au comportement d'évitement. Ce seront des personnes qui, par exemple, par rapport à ce manque de contrôle de soi, n'iront pas travailler ou n'iront pas à l'école, ne vont pas se fixer d'objectifs professionnels, vont changer de carrière ou d'orientation dès qu'il y a une quelconque frustration. Elles vont pas chercher à se confronter à la frustration, à la contrainte. Elles vont éviter directement. Et puis, il y a aussi le cas où les personnes vont contre-attaquer dans leur comportement
Et ça peut être des personnes, alors qu'elles ont dans le fond du mal à supporter la frustration, donc à se modérer. Là, elles vont devenir excessivement autocontrôlées, autodisciplinées et ce sera vraiment rigide. Voilà, je vous ai fait la présentation des schémas concernant ce domaine. Comme vous voyez, il n'y en a que 2. Et pour finir, je vais faire le lien. Vous savez déjà, ceux qui me suivent, avec Dieu et comment il répond aux besoins psycho-affectifs de ses enfants et comment il l'a fait d'emblée quand il a créé Adam et Ève. Et je pense qu'il a largement répondu aux besoins psycho-affectifs de cadre et de limite d'Adam et Ève quand il les a créés. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, verset 16. Ça, c'est la règle qu'il a donnée. Et ça, ça mettait du cadre, ça mettait de la limite dans le fonctionnement de la vie quotidienne d'Adam et Ève. Et le cadre et la limite, c'est aussi le cadre matériel, le cadre matérialisé en créant le jardin, en définissant vraiment les limites de ce jardin-là. Dieu répondait aussi aux besoins de cadre et de limites d'Adam et Ève. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui et puis on se retrouve rapidement, en tout cas très prochainement, pour le dernier domaine. On a déjà fait le tour des domaines. On finit avec le dernier domaine, le dernier besoin et le dernier domaine qui y est associé. Alors, merci d'être toujours là. Dites-vous merci à vous aussi, à vous-même, de garder le cap et de garder ce désir d'aller mieux, de prendre soin de vous. Merci à Dieu d'être là et de vous accompagner, de nous accompagner et d'ajouter sa grande touche de guérison, mais en nous accompagnant à mettre notre touche également nécessaire pour qu'il puisse nous guérir parce qu'il ne nous force pas. On n'oublie pas ça. Allez, bon courage et que Dieu vous bénisse. Et puis, je te dis à bientôt dans les Grains d'Otsamak, cet espace de développement et d'éclosion qui t'est dédié.